Salut tout le monde, je suis super contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo qui va être une vidéo un peu 2 en 1 où je vais vous faire un update lecture et aussi un petit book haul. Pour le swap que j'ai fait avec Lise de la chaîne Lizzie Baskerville, d'ailleurs la vidéo est sortie, n'hésitez pas à aller la voir, j'ai acheté des livres d'occasion sur Vinted pour lui envoyer et en fait sur Vinted ce qui est bien c'est que tu peux faire des lots et du coup ça te revient moins cher. Donc en même temps que j'achetais des livres pour Lise, j'en ai profité pour me prendre des petits livres pour moi aussi, voilà, bon j'avoue j'ai un peu abusé sur le coup mais autant en profiter. Tout d'abord j'ai acheté Journal d'un corps de Daniel Pénac. Dans mon dernier book haul, j'avais déjà acheté un livre de Daniel Pénac qui est Chagrin d'école. Comme je vous disais dans ce book haul, Daniel Pénac, c'est vraiment un auteur que j'admire beaucoup et j'ai vraiment envie de lire plus de ses textes. Et Journal d'un corps, c'est celui qui me donnait le plus envie parce que j'ai une de mes plus proches amies qui m'a dit qu'elle avait adoré ce livre. C'est devenu un de ses livres préférés. Et comme on a plus ou moins les mêmes goûts, ça dépend, mais on a plus ou moins les mêmes goûts et du coup je me suis dit que ce livre serait super bien pour moi. Alors par contre, là le résumé est très flou et pareil j'ai regardé sur internet un peu avant de filmer la vidéo et le résumé est un peu flou donc je pourrais pas vous en dire trop. Tout ce que je sais c'est que c'est un récit autobiographique où Daniel Pénac va parler de sa vie au travers de son corps. Donc je suppose que des fois il va raconter des choses de sa vie et qu'il va raconter comment il a ressenti ces choses au travers de son corps. C'est vraiment une manière de faire qui est assez originale, parler de soi au travers de son corps, et du coup ça m'intrigue beaucoup, surtout que c'est Daniel Pénac, c'est quand même une valeur sûre, donc voilà, j'ai très hâte de lire ce livre. Également sur Vinted, j'ai acheté S'accrocher aux étoiles de Cathy Kahn. Je crois que c'est un livre que j'ai vu un peu passer sur YouTube, mais je sais même plus les avis que les gens disaient. Déjà ce qui m'a attirée, c'est la couverture, qui est vraiment sublime je trouve, et aussi ce qui m'a attirée c'est que dans le résumé, il y a écrit que c'est un livre qui est à égale distance de La La Land et d'Interstellar. Interstellar c'est mon film préféré, La La Land c'est un film que j'adore, donc j'avoue que ça m'a quand même pas mal attiré et après je vais vous lire le résumé qui m'a aussi beaucoup attiré. Dérivant dans l'espace, Caris et Max n'ont plus que 90 minutes d'oxygène disponible. 90 minutes cruciales durant lesquelles, de toutes les façons imaginables, ils vont tenter de sauver leur vie. Parce qu'ils ne peuvent pas se perdre maintenant, pas après ce qu'ils ont traversé. Accrochés l'un à l'autre, ils regardent la planète bleue s'éloigner, se souviennent de leur rencontre et évoquent la vie qu'ils laissent derrière eux. Une société prétendument idéale, une utopie révolutionnaire où, au nom du progrès et de l'avenir, l'amour véritable a été banni. Le meilleur des mondes, leur a-t-on répété. Mais peut-on, au nom d'un intérêt supérieur, oublier ce qu'on est, ce qu'on a été, ce qu'on aurait pu être? J'avoue que ce résumé, il me donne très envie, ça a l'air très mélancolique et plein de positif à la fois, et moi c'est le genre de livre que j'aime beaucoup. Les trucs un peu tristes et heureux à la fois, c'est un peu mon dada. Après voilà, bien sûr j'attends de voir parce que ça dépend comment c'est construit, comment c'est amené, mais le résumé vraiment ça me donne très envie. Le troisième livre que j'ai à vous présenter c'est Les filles sauvages de Pat Murphy, et là je dois avouer que si j'ai été attirée par ce livre, c'est à cause de cette couverture qui est absolument sublime, et le titre aussi. Joanne vient d'emménager avec sa famille près de San Francisco à la lisière d'un bois. Là, elle rencontre une fille étrange qui prétend s'appeler Renard et vit seule avec son père dans une maison délabrée au cœur de la forêt. Les deux filles deviennent amies et participent ensemble à un concours de nouvelles. Elles remportent le premier prix et sont invitées à suivre un stage d'écriture pendant l'été. La porte d'un nouveau monde s'ouvre alors pour Joanne, un monde merveilleux, plein d'ombre et de contradictions, mais aussi de lumière et de possibles. Et là aussi, le résumé m'a donné envie parce qu'il y a plein de petits aspects, plein de petits détails qui sont des choses qui me plaisent et qui m'intéressent. Déjà, le cliché d'une fille qui est nouvelle, qui arrive dans une nouvelle ville et qui se fait des amis, moi c'est quelque chose, je sais pas, ça m'intéresse. Et en plus, la fille qu'elle rencontre, Renard, a l'air assez intrigante, donc j'ai envie un peu de savoir quelle est son histoire. Et en plus, elles participent à un concours de nouvelles, ça veut dire qu'elles écrivent, et voilà, moi l'écriture c'est ma passion. Donc il y a beaucoup d'aspects qui me donnent super envie. Après voilà, tout comme S'accrocher aux étoiles, faut voir comment c'est amené, faut voir comment c'est construit, mais en tout cas je trouve que le résumé donne pas mal envie, et cette couverture est juste magnifique. Le quatrième livre que j'ai à vous présenter, ça va être un unboxing. J'avoue que je suis super contente parce qu'en fait j'ai commandé ces livres il y a genre plus de 10 jours et ils arrivaient pas. Et du coup je me suis dit bah tant pis, je vais filmer mon book haul et mon update lecture sans ces livres, tant pis. Et tout à l'heure je suis allée à la boîte aux lettres et ils sont arrivés là ce matin, donc ça tombe pile poil. Donc on va unboxer ça tout de suite. J'aimerais dire quelque chose mais j'ai même pas les mots en fait. J'aimerais dire ouah c'est sublime, mais genre vraiment j'ai vu et juste je n'ai plus, je ne peux pas parler. Donc j'ai commandé The Invisible Life of Fadi Larou de V.E. Schwab. Je vous en ai parlé dans ma vidéo Chit Chat Journaling. C'est un livre qui me donne tellement envie depuis des mois. Oh, il y a un écureuil. Oh, il y a un écureuil.
Le temps que je tilte, je voulais tourner la caméra, mais il est parti. Excusez-moi. Ce livre me donne envie depuis des mois et je me disais non, l'achète pas, attends un peu. Et je me souviens, j'étais en cours en visio, c'était chiant. J'ai du coup acheté un livre en cadeau et je me suis dit allez Solène, prends un Dilarue, fais-toi un petit cadeau de Noël à toi-même. Du coup je l'ai pris. Oh là 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 là. J'ose même pas le toucher. Alors je pensais pas qu'il serait aussi gros, je sais pas pourquoi mais quand je voyais la photo du livre, je m'imaginais qu'il serait plus fin. Oh là là, attendez. Bon, je pousse un peu tout ça. The Invisible Life of Addie LaRue, c'est le dernier livre de V.E. Schwab. Ce livre raconte l'histoire d'une jeune femme qui s'appelle Addie LaRue, du coup comme le titre l'indique, qui fait un pacte avec le diable pour être immortelle, pour vivre pour toujours. Le diable exauce son vœu, mais il y a un petit revers de la médaille, et pas des moindres, c'est que dès qu'Addie va rencontrer des gens, ces gens-là vont l'oublier tout de suite après. Jusqu'au jour où Addie rencontre un garçon qui se souvient d'elle, qui se souvient de son nom. C'est ça le synopsis. Et si ça, c'est pas le meilleur synopsis qui existe, franchement, je sais pas, mais moi, il y a très peu de synopsis qui m'ont donné autant envie. La couverture est juste absolument magnifique. Oh là là. Oh, je mets déjà mes traces de doigts. Et si je l'ai pris en hardback, c'était aussi pour... J'ai peur d'être déçue. J'espère qu'il y a ce que j'espère. Oui. Regardez-moi ce hardback. Je meurs. Ah, je pensais qu'il y aurait le derrière. Parce qu'il y a des... Alors je pense que c'est les éditions genre Illuminate, tout ça. Il y a une édition où sur le hardback, il y a les deux personnages. Donc là c'est Henry, je sais qu'il y a un personnage qui s'appelle Henry. Et il y a une édition où il y a vraiment les deux personnages comme ça. Et l'édition est trop belle. Mais là déjà, je suis super contente d'avoir ça. Vraiment, je cherche des trucs intéressants à vous dire, mais j'ai juste pas les mots. Tout ce que je peux vous dire, c'est que j'ai absolument hâte de le lire. Et que je le trouve juste magnifique. Et... j'adore. Il y a aussi une autre couverture qui est super belle aussi, noire avec des constellations qui se rejoignent. Allez, il faut que je passe à autre chose parce que sinon je vais vous en parler pendant 1 heure et ça va pas vous intéresser. Donc j'en ai fini avec le book haul, maintenant on va passer au petit update lecture. Au début je voulais vous parler de mes lectures d'une manière chronologique en vous parlant d'abord du livre que j'ai lu il y a le plus longtemps. Pas français, mais vous voyez ce que je veux dire. Mais je me suis dit que j'aimerais mieux parler en premier des livres qui sont un peu moins célèbres, histoire de les mettre un peu plus en avant. Donc le premier livre dont je vais vous parler, c'est le livre que j'ai terminé le plus récemment, c'est The Water Cure de Sophie Mackintosh. Personnellement, moi je l'ai vraiment pas beaucoup vu passer en regardant un peu Instagram avec le hashtag du titre. J'ai vu qu'il y avait quand même pas mal de gens qui l'avaient lu, mais personnellement, moi si je l'ai connu, c'est grâce à une vidéo YouTube et vraiment une seule. À part ça, j'en ai vraiment pas entendu parler. Et j'ai pas mal de choses à dire sur ce livre en vrai. Dans ce livre, on va suivre l'histoire de 3 sœurs, Grace, Leah et Sky, qui vivent sur une île un peu exilée du monde avec leurs parents, leur mère et leur père. Et au fur et à mesure de l'histoire, on comprend que si cette petite famille est exilée, c'est parce que la société, du coup, est vraiment patriarcale à l'extrême et vraiment que toutes les femmes sont en souffrance. Donc c'est pour ça que le père a emmené sa femme et ses filles loin, c'est pour leur éviter toutes ces souffrances. Donc clairement, vous pouvez vous en douter, c'est pas un livre super joyeux. D'ailleurs, il a beaucoup été comparé à The Handmaid's Tale et aussi à Virgin Suicides parce qu'il y a l'idée des 3 sœurs qui sont un peu voilà entre elles et The Handmaid's Tale avec l'univers du coup extrêmement patriarcal. Donc on va suivre l'histoire de ces 3 sœurs et à un moment de l'histoire, il y a 3 hommes qui vont débarquer, qui vont arriver apparemment perdus et qui vont être hébergés par cette famille. Et voilà, c'est à ce moment-là que j'arrête le résumé. En fait, je dois vous avouer que ce livre, je sais pas encore tout à fait ce que j'en ai vraiment pensé. Je suis encore un peu perdue, j'ai à la fois beaucoup de positifs et beaucoup de négatifs qui se mélangent. Et je l'ai terminé il y a 2 jours et hier j'étais en mode Solène, pour ton update de lecture, il faut que tu mettes des mots sur ce que tu penses. Mais je suis un peu perdue. J'ai quand même réussi à noter des petits trucs sur mon téléphone. Les 3/4 du livre, j'ai voulu l'abandonner. Voilà, c'est... En fait, l'ambiance de ce livre est très glauque, très malsaine, et du coup c'est pas un livre doudou, clairement pas. Et du coup, en fait, je prenais aucun plaisir à le lire. Et ce qui me poussait à le lire, c'était parce que je voulais absolument savoir la fin. Cette histoire, voilà, je voulais savoir quel était le point final, c'est ça qui me poussait à le lire. Mais pendant les 3/4, vraiment, à 2 reprises, je me suis dit mais abandonne-le, ça sert à rien, tu prends aucun plaisir à le lire. Je le trouvais sans intérêt, il y avait des scènes glauques. Voilà, il y a des choses que je dois vous dire parce que si vous voulez lire ce livre, il faut quand même être prévenu parce qu'il y a quand même des scènes
voilà, des scènes pas très appréciables. En fait, cette famille, donc le père, la mère et les 3 sœurs, ils ont vraiment une relation très toxique, très malsaine, où tu sens qu'ils s'aiment, mais qu'ils se font du mal, et des fois ils ont un peu des envies de violence les uns vers les autres, et c'est un peu tourné, genre je l'aime, mais j'ai envie de lui tordre le bras, genre des fois tu peux avoir des phrases écrites comme ça, et ouais, du coup vous comprenez, c'est vraiment pas très doudou. Et surtout, tu comprends que les parents sont giga toxiques, et il y a un moment où la mère force ses filles à tuer des animaux. Moi j'étais là genre ah. Et ouais, il y a une scène aussi où la fille te raconte un souvenir où le père il a écrasé un lapin. Enfin bref, je vais pas donner de détails parce que voilà, mais clairement voilà, si vous voulez lire ce livre, faut savoir qu'il y a vraiment des scènes glauques et que vraiment l'ambiance est malsaine, et si vous êtes quelqu'un de sensible et tout, voilà, ça peut être un peu triggering pour you. J'allais dire triggering for you, voilà, mais non. Et surtout, je vous le dis parce que moi, au début, je savais pas et j'aurais aimé le savoir. En fait, les sœurs dans cette histoire, elles sont assez âgées. L'aînée a genre 30 ans. Donc ça veut dire que la plus jeune, elle doit avoir voilà, 18-20 ans. Donc ça va. Mais moi, quand j'ai commencé l'histoire, en fait, je pensais qu'elles étaient ados. Sauf que il y a des trucs il y a des trucs sexuels qui se passent, et moi dans ma tête elles avaient 14-15 ans, et du coup j'étais là genre mais non, mais arrêtez. Je pense que l'autrice a fait exprès pour rendre son livre encore plus glauque. Mais voilà, moi je sais que je le dis parce que j'aurais préféré le savoir avant qu'elles étaient un peu plus vieilles quand même. Après qu'elles soient âgées ou pas, il y a quand même des scènes qui restent très glauques, mais c'est quand même préférable que si c'est des gamines quoi. Donc voilà, clairement vous voyez la couleur, c'est un livre très glauque, je prenais pas de plaisir à le lire, en plus il y avait des scènes que je trouvais un peu ridicules, en fait je voyais pas l'intérêt du livre. Et puis, j'ai lu le dernier quart du livre, et le dernier quart du livre a totalement changé ma vision que j'avais sur ce livre. Et pour vous dire à quel point ce dernier quart je l'ai trouvé incroyable, c'est que du coup ce livre j'étais à 2 doigts de l'abandonner, j'étais prête à lui mettre 1 ou 2 étoiles sur Goodreads, et là sur Goodreads je lui ai mis 3,5. J'ai failli mettre 4, mais j'ai mis 3,5. Donc c'est pour vous dire à quel point ce dernier quart était quand même très bien, parce qu'il m'a quand même totalement... En fait ce dernier quart m'a fait apprécier le livre. En fait le dernier quart du livre te fait prendre conscience de tous les enjeux du livre qui sont très intéressants, très subtil et très fort. Et en fait ce livre, il faut le voir comme une grosse métaphore de notre société patriarcale actuelle. En fait justement, s'il y a des scènes dans ce livre qui paraissent ridicules et trop glauques, c'est justement parce que l'autrice a tiré les traits de notre société patriarcale pour en faire une métaphore. Et c'est ça que j'ai trouvé très intéressant dans ce livre. C'est pas toujours bien amené, c'est pas toujours bien construit, c'est pas toujours bien fait, mais c'est quand même une belle métaphore, et il y a vraiment des passages qui, en tant que femme féministe, il y a quand même des passages qui m'ont fait... Il y a un extrait vers la fin, un petit passage, j'ai eu limite les larmes aux yeux. Et ce livre, clairement, c'est Men Are Trash. Faut plutôt le voir comme une métaphore de notre société. Faut plus le voir comme un livre de résistance des femmes. Je sais pas à quel point je suis claire, parce que comme je vous disais, je suis encore un peu perdue par rapport à ce livre. Vraiment, j'ai encore du mal tout à fait à savoir si j'ai aimé ou pas. En somme, c'est un livre, c'est un premier livre en plus. C'est le premier livre de l'autrice. Donc c'est pas toujours bien fait, c'est pas toujours bien amené, c'est pas toujours bien construit. Et l'ambiance est très négative, et même trop négative pour moi. Moi je me sentais un peu mal en le lisant et je prenais pas de plaisir à le lire, donc voilà, ça a un peu baissé mon intérêt envers ce livre. Mais c'est un livre aux enjeux très intéressants, et surtout qui parle de ce que c'est d'être une femme dans une société patriarcale. C'est un livre qui montre la rage des femmes, et voilà, c'est pas toujours très bien fait. C'est pas... voilà, je pense que si vous êtes quelqu'un qui a lu beaucoup d'ouvrages féministes et tout, ce livre, vous allez peut-être le trouver pas très bien fait et ridicule. Mais si vous êtes quelqu'un qui, par exemple, a aimé The Handmaid's Tale et qui aime les livres fictionnels qui parlent d'un monde patriarcal poussé à l'extrême, c'est possible que vous l'aimiez. Ensuite, je voulais vous parler également d'un livre qui n'est pas très connu, c'est L'écrivain et l'autre de Carlos Lizcano. C'est un livre que je ne comptais pas lire, j'ai dû le lire pour les cours, et au début, voilà, j'étais un peu en mode bon, c'est un livre à lire pour les cours, voilà, je vais le lire en 2-2, et puis voilà. Mais ce livre m'a surprise, et ça a été en fait une assez bonne lecture, même une très bonne lecture. En fait, ce livre, c'est pas un roman, c'est, je dirais, une sorte d'essai, où en fait l'auteur parle de son rapport à l'écriture, et il y a aussi des passages où il part à la recherche de l'inspiration pour écrire, et il y a aussi des passages où il raconte sa vie passée, parce que c'est un homme qui a passé 13 ans en prison, donc je saurais pas comment le classer, mais c'est un livre qui parle de ça, d'un homme qui parle de son attachement à l'écriture, qui parle de son rapport à l'écriture, et qui en même temps parle de sa vie. L'écriture de Carlos Lizcano est simple,
et en même temps elle est très belle et poétique. On pourrait craindre au début que le livre soit chiant. Moi en fac de lettres j'en ai lu des bouquins de mecs qui écrivent moi mes livres, moi mon écriture et les mecs se la pètent et c'est chiant à lire. Et du coup j'avais peur que ce soit ça, mais en fait pas du tout. Franchement je trouve que ce livre est assez simple à lire, ces phrases elles sont... Alors après c'est peut-être l'œuvre du traducteur, mais en tout cas c'est facile à lire, tu te prends pas la tête, t'es pas là genre quoi, qu'est-ce qu'il a voulu dire. Peut-être à certains passages il y a peut-être des phrases un peu sombres où tu sais pas trop où il veut en venir, mais franchement j'ai trouvé ça assez simple à lire. Et ce que j'ai apprécié dans ce livre c'est qu'en fait il oscille toujours entre plusieurs idées. Par exemple, il parle de son rapport à l'écriture et des fois il dit clairement que pour publier des livres, il faut avoir de l'orgueil, il faut savoir se dire ce que j'ai fait est assez bien pour être publié. Donc en fait, il est transparent, il est honnête, il se dit clairement, moi j'ai un peu d'orgueil. Mais déjà, c'est quelque chose qu'il assume et vaut mieux quelqu'un qui assume, bah voilà, j'avoue, j'ai un peu d'orgueil, plutôt qu'un mec qui dit non, moi je suis humble, je suis modeste, et puis en fait, tout ce qu'il écrit, tu sens qu'il se la pète, tu vois. Donc je préfère ça. Mais il y a également d'autres passages où il est d'une grande humilité, où il va dire oh, j'aimerais écrire aussi bien que tel auteur, mais je n'y arriverai jamais. Bon, du coup, il se descend un peu en même temps, mais tu sens quand même que le mec a à la fois un orgueil d'auteur, mais qu'en même temps, il est très humble parce que il y a plein de passages où il dit voilà, je sais que dans 20 ans personne n'ira mes livres, c'est comme ça, j'ai envie d'écrire donc je le fais. Et aussi ce livre oscille beaucoup entre optimisme et pessimisme. Il y a plein de passages, de toute façon c'est ce que je vous ai dit, il y a plein de passages où il se descend, et puis il parle de sa solitude, il dit à quel point il se sent seul. J'étais là genre mais Carlos, je veux bien être ton ami si tu veux, enfin le pauvre. Mais c'est pas non plus complètement tout le temps triste, des fois bah, il parle de sa vie, puis voilà. C'est un livre plein de contrastes et du coup il est très honnête. Et surtout moi c'est un livre que je conseillerais beaucoup aux personnes qui écrivent parce que moi je suis quelqu'un qui essaye d'écrire à mon humble échelle. Et il y a plein de passages où je me disais, oh là, ce qu'il ressent, purée, c'est fou, moi aussi je l'ai ressenti. Et il y a aussi des passages où il parle de la recherche d'inspiration, etc. Donc je pense que si vous êtes quelqu'un qui écrivez, je pense que ça peut vraiment vous plaire de lire ça et vous inspirer. Alors voilà, c'est pas le livre de l'année, ça va pas vous transcender, mais ça peut pourquoi pas vous intéresser. Après voilà, je pense pas que ce livre plaira aux personnes lambda, mais si vous vous intéressez à l'écriture et même à la manière dont est faite la littérature, c'est possible que ça vous intéresse. Le troisième livre dont je voulais vous parler, c'est un livre que j'ai lu en e-book, donc je ne l'ai pas en physique, c'est Le Patient de Timothée Le Boucher qui est un roman graphique. L'histoire commence avec un massacre dans une famille. Et il y a la fille de cette famille qui est retrouvée en sang dans la rue avec un couteau. C'est la première page du roman graphique, c'est ça. Donc forcément, tout le monde pense que c'est elle qui a tué toute sa famille. Et en fait, dans ce massacre, il y a le frère de la fille qui apparemment a tué toute sa famille, qui est laissé pour mort, mais en fait, il vit encore, donc il est emmené à l'hôpital. Il reste 6 ans dans le coma, et il se réveille. Et l'histoire commence vraiment à partir de là. Donc, clairement, ce qu'il faut dire avec ce roman graphique, c'est que c'est un thriller psychologique et du coup il pourra pas plaire à tout le monde. Si vous êtes quelqu'un de sensible, je vous déconseille de lire cette BD parce que il y a des scènes de meurtre, il y a du sang et aussi c'est une BD pleine d'angoisse parce que il y a des passages un peu avec un peu des jumpscares où parce qu'en fait le garçon Pierre qui se réveille de son coma, il voit une ombre la nuit, donc il y a des passages un peu, à un moment tu tournes une page, tu vois une ombre, donc si vous êtes sensible, je vous déconseillerais de la lire, mais moi je suis quand même quelqu'un de très très sensible qui a très peur souvent et cette BD je l'ai lue. Je crois que j'y ai pensé la nuit après, un peu à l'ombre et tout, mais tu vois, je m'en suis remise. Mais voilà, il y a des trigger warnings de scènes de meurtre, et il y a aussi un moment, une scène d'étouffement qui est vraiment... j'étais devant en mode ah. Et ce roman graphique, moi je l'ai beaucoup aimé, je l'ai trouvé très intriguant, très intéressant. C'est vraiment un très bon thriller psychologique, et moi je lis vraiment pas du tout de thriller, et après voilà, peut-être que si vous êtes habitué à lire des thrillers, peut-être que ça vous allez le trouver un peu basique, j'en sais rien, mais moi j'ai trouvé que c'était vraiment très bien fait, très bien construit, ça m'a beaucoup intriguée tout du long. J'ai trouvé ça très bien fait parce qu'en fait, ce que j'ai adoré, c'est que la fin, c'est une fin ouverte. Et il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas du tout les fins ouvertes. Moi, je suis fan des fins ouvertes. Je trouve que c'est le meilleur genre de fin que tu peux faire. Et la fin, c'est une fin ouverte que je trouve parfaite parce que la fin te remet en question tout le livre. Et du coup, ça m'a donné envie de le relire une seconde fois. Et si ça, c'est pas une prouesse de la part de Timothée Le Boucher, je sais pas ce que c'est. Donc en gros, voilà, un très bon roman graphique, un très bon thriller psychologique que je vous conseille. Mais voilà, âme sensible, s'abstenir. Je profite de vous parler de roman graphique pour vous parler également de ma dernière lecture avant The Water Cure, qui est Heartstopper d'Alice Oseman, le premier tome, que j'ai enfin lu après
des mois, voire même des années à vouloir lire ce livre. Vous avez tous l'air d'adorer ce livre et je suis d'accord avec vous, c'est vraiment une pépite. Le résumé, on peut pas faire plus simple, c'est la rencontre entre deux garçons, Nick et Charlie, au lycée, je crois qu'ils sont au lycée, et on va les voir peu à peu devenir amis et puis tomber amoureux. Et en tout cas le premier tome c'est ça. Donc c'est vraiment une BD toute simple mais qui est super jolie et qui a fait fondre mon cœur. Vraiment la lecture de ce comic m'a fait chaud au cœur, je me sentais dans un cocon, c'est vraiment une BD très doudou. Mais il y a quand même des scènes très bouleversantes. Moi je m'attendais pas à ce qu'il y ait des scènes comme ça, et d'ailleurs, trigger warning, il y a une scène d'agression sexuelle dans le premier tome, et j'avoue que je m'y attendais pas parce que tout le monde en parle comme une BD doudou, et je suis d'accord, mais... et puis tu comprends que Charlie, il a beaucoup d'anxiété, je pense que ça va être plus exploré dans les tomes d'après, donc c'est doudou, mais vraiment dans les scènes qui se passent bien, tu vois, parce qu'il y a d'autres scènes où j'étais un peu mal, et la fin m'a brisé le cœur, la fin, je vous jure, j'ai ressenti ce que les personnages ressentaient, et je crois que le lendemain matin, c'est la première chose à laquelle j'ai pensé à la fin du premier tome d'Heartstopper, parce que cette fin, je l'ai vraiment trouvée... Alors que, tu vois, c'est un comique, donc c'est fait à travers des dessins, et moi je pleure, il m'arrive de pleurer quand je lis des livres, parce que les mots me font pleurer, mais j'avoue qu'en roman graphique, je me souviens pas avoir déjà pleuré. Et là, j'ai pas pleuré, mais vraiment, je ressentais la détresse des personnages et je me sentais mal, mais en même temps bien, parce que je me sentais pas mal comme avec The Watercure. Et ce que j'aime surtout avec cette BD, c'est qu'elle est beaucoup plus subtile que ce qu'on pourrait croire. Même si je trouve que quand même Alice Oseman, elle utilise beaucoup de clichés. Je sais que c'était un truc qui m'avait pas plu dans Loveless. D'ailleurs, oui, j'ai commencé Heartstopper alors que j'avais une mauvaise expérience, on va dire, avec Alice Oseman parce que j'ai vraiment pas beaucoup aimé Loveless. Et c'est vrai que je trouve que Alice Oseman, elle utilise quand même des clichés et des fois, je trouve ça un peu dommage parce que des fois, j'ai l'impression qu'elle pourrait mieux faire ou que du moins elle pourrait aller au-delà du cliché. Mais ça m'a pas non plus dérangé. Tu vois, dans Loveless, parce que je trouvais que les clichés qu'elle utilisait, c'était des clichés négatifs et qui apportaient rien à l'histoire, alors que là, dans Heartstopper, comme il y a l'idée vraiment d'une BD qui fait du bien au cœur, du coup les clichés sont pas dérangeants et je trouve qu'ils vont bien avec l'histoire. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur Heartstopper. J'ai vraiment beaucoup aimé ma lecture, c'était à la fois, ça m'a serré le cœur tout en me le réchauffant, donc du coup c'est parfait, c'est vraiment tout ce qu'on demande d'un livre. Et là d'ailleurs au moment où je vous parle, je suis en train de lire le tome 2, j'ai lu 45 pages hier, j'ai juste le début. Le prochain livre dont je voulais vous parler, c'est The Dream Thieves de Maggie Stiefvater, qui est le tome 2 de The Raven Cycle. Le tome 1, il est assez connu, c'est The Raven Boys. Et vraiment le premier tome, The Raven Boys, ça a été un coup de cœur, je suis vraiment tombée amoureuse de cette saga, de ces personnages, de l'écriture de Maggie Stiefvater, donc j'avais très hâte de lire le tome 2 et c'est chose faite, je l'ai lu là fin novembre. Donc je vais vous faire le résumé du tome 1 parce que du coup si je vous parle du tome 2 ça va un peu vous spoiler, mais dans The Raven Cycle on va suivre une jeune fille qui s'appelle Blue qui devient amie avec un groupe de 4 garçons. Ils deviennent amis et en fait ils se rendent compte que la magie existe, que les choses fantastiques existent et ils sont à la recherche d'un roi du XVIe siècle. Ils sont à la recherche de sa tombe, parce qu'il est mort, parce que la légende raconte que si tu vas à la tombe de ce roi, tu peux faire un vœu qui sera exaucé. C'est ça le propos de base du livre, mais ça va beaucoup plus loin, il y a d'autres éléments qui rentrent en jeu, il y a d'autres choses magiques qui rentrent en jeu. Alors, la première moitié, j'ai adoré. Déjà, l'écriture de Maggie Stiefvater, je l'adore. Là, du coup, c'est un livre en VO, mais c'est traduit en français. Je sais pas ce que vaut la traduction, du coup, mais en VO, mais enfin, sa plume originelle, je suis vraiment très fan de sa plume qui est à la fois très simple, mais très belle, très mélancolique, très poétique, mais en même temps très simple. Et c'est tout ce que j'aime en fait, les plumes simples avec des phrases brèves, mais en même temps en quelques mots, elle arrive à te faire ressentir des choses et les mots sont très bien choisis. Et surtout, des fois, elle met des petits passages humoristiques, mais très... pas oh d'un coup je fais une blague, non c'est juste dans l'écriture, elle amène des fois un petit soupçon d'humour et j'aime vraiment beaucoup son écriture. Je pense que au-delà de la saga, je vais lire d'autres livres d'elle. Et cette première moitié, je l'ai beaucoup aimée parce que je l'ai trouvée à la fois lente et dynamique. Lente parce que voilà, il n'y avait pas non plus 10 000 actions qui se passaient, mais dynamique parce qu'il se passait pas non plus rien. Et surtout, je trouve que c'est vraiment, dans ce deuxième tome, vraiment, Maggie Stiefvater a réussi à remettre les enjeux du tome 1, mais sans que ce soit forcé, sans que ce soit listé. Ah tiens, voilà, souviens-toi, dans le tome 1, il se passait ça. C'était vraiment fait au fur et à mesure. Vraiment, le point fort de ce livre, c'est les personnages. Les personnages, ils semblent réels, parce qu'ils sont écrits dans toute leur complexité
Et oh là là, je trouve que tu ressens ce qu'ils ressentent. Et je pourrais même pas vous dire un personnage que je préfère parce que je les aime tous d'une différente manière. Et des fois, tu vois, ils m'agacent un peu, mais comme des fois des gens dans la vraie vie peuvent t'agacer en fait, mais je les aime quand même de tout mon cœur. Et les relations qu'ils ont entre eux, mais c'est une amitié qui les lie, mais qui est si belle. Mais je vous ai parlé de la première moitié, mais je dois vous avouer que la deuxième moitié, j'ai été moins convaincue. Déjà, j'y ai trouvé moins d'intérêt, je l'ai trouvé un peu plus... Je me suis un peu plus ennuyée pendant cette deuxième moitié, d'une manière, je pense, subjective. Voilà, je dis pas qu'elle était forcément moins bien, mais moi je me suis un peu plus ennuyée, j'étais un peu moins à fond dedans. Il y a des scènes notamment que je trouvais un peu ridicules et un peu confuses. Moi j'avoue que j'ai pas tout compris en fait. Mais il y avait des plots qui étaient mis en avant et je pense pas que j'ai tout compris dans ce deuxième tome, donc c'est un peu triste quand même. Des scènes un peu ridicules aussi, notamment une scène avec des grands trucs qui se passent et j'étais là genre... Ouais, je reste un peu dubitative. Je vais quand même mis 4 sur 5 sur Goodreads parce que j'adore cette saga et je la trouve vraiment, vraiment très bien. Et à part la deuxième moitié qui m'a moins convaincue, ça reste quand même un tome que j'ai quand même apprécié dans sa globalité. Voilà, j'ai quand même été déçue par certains aspects, mais ça m'a pas non plus gâché ma lecture. Et j'ai absolument hâte de lire le tome 3. Je pense que c'est l'une des premières choses que je vais faire en 2021. Il me reste 2 tomes. J'ai peur de voir la fin, j'ai peur de savoir où ça va nous mener, mais j'adore cette saga et je pense qu'elle va rentrer dans mes sagas préférées. Mes batteries me lâchent de toutes parts, je pense que c'est signe que cette vidéo est trop longue. Il me reste plus qu'un livre à vous parler, donc c'est bientôt la fin. Le dernier livre dont je voulais vous parler, c'est La fille de Brooklyn de Guillaume Musso. Dans un ordre chronologique, ça aurait dû être le premier livre dont j'aurais dû vous parler. J'arrive vraiment pas à parler français, parce que je l'ai lu début novembre ou mi-novembre, je sais plus. Mais Guillaume Musso, c'est quand même un auteur très populaire, donc je me suis dit que j'allais le mettre à la fin de la vidéo pour quand même vous parler des livres un peu moins célèbres en premier. Donc dans ce livre, le début, on va suivre un couple, Raphaël et Anna, qui sont à quelques semaines avant leur mariage, donc ils s'aiment, tout baigne, mais Raphaël il sent que Anna lui cache des petits secrets, il sent qu'il y a un truc qui est pas net. Et en effet, Anna va lui révéler son plus gros secret, et après elle disparaît. Et du coup, dans ce livre, on va suivre un peu une double enquête parce qu'à la fois on va suivre l'enquête sur le secret de Anna, la vérité du secret de Anna, et en même temps, comme elle a disparu, forcément il faut aussi la chercher, la pauvre. Du coup, il y a une double enquête, et Musso fait souvent ça, il y a beaucoup d'enjeux en fait dans ces histoires, il n'y a pas juste une enquête lambda, et déjà c'est un point très positif. Si je voulais absolument vous parler de ce livre de Guillaume Musso, c'est parce que je trouve que c'est l'un des meilleurs de Musso, si ce n'est son meilleur. Et si vous cherchez un Musso à lire, si vous voulez commencer avec Musso mais que vous savez pas par quel livre commencer, je vous conseillerais celui-là. Parce que dans ce livre, il y a tous les codes de Musso, mais en même temps, il est incroyable. Il est vraiment très très bien ce livre. Si jamais vous n'êtes pas familier avec Guillaume Musso, ses livres et son style d'écriture, en fait il faut savoir que Guillaume Musso, tous ses livres, il y a une enquête policière qui est mêlée à une histoire d'amour. Et des fois même il y a du fantastique dans certains de ses bouquins, mais tu sais jamais quand le fantastique va arriver, donc ça, des fois ça t'offre des surprises, c'est quand même pas mal. Et en fait ces aspects, on peut pas les diviser parce qu'ils se marient tous ensemble et tous s'apportent les uns aux autres et c'est super intéressant. Dans ce livre, le rythme est effréné et vraiment très bien dosé. Les rebondissements et les retournements de situation sont à tomber par terre. Vraiment, là je haletais en lisant le livre. Et ces passages haletants, ces passages vifs sont très bien dosés et sont très bien mis en balance avec les scènes plus bouleversantes et plus émouvantes. La fin de ce livre, je vous jure, j'étais dans mon lit, il était 1h du matin, mais je pleurais, mais la fin vraiment, elle m'a déchiré le cœur. J'ai trouvé les dernières pages vraiment tellement belles et en vous disant ça, je peux pas m'empêcher de penser à... Parce que dès que je finis un livre, je lis 100 000 avis là, et je peux pas m'empêcher de penser à un avis que j'ai lu sur ce livre où la personne n'a pas aimé le livre, parce que voilà, chacun ses goûts, hein. Et la personne disait qu'elle trouvait la fin trop mélodrame et persuadée que Musso avait écrit ça vraiment pour faire pleurer dans les chaumières. Je crois qu'elle écrivait ça, je sais pas si c'est ça l'expression. Alors peut-être que Musso a écrit cette fin exprès pour déchirer les cœurs, exprès pour faire pleurer. Mais écoutez, moi ça a fonctionné avec moi. La fin m'a touchée au plus profond de mon cœur et j'ai pleuré et c'est comme ça en fait, on s'en fiche que l'auteur est forcé ou pas. Et puis évidemment que l'auteur force, moi si j'écris un livre j'ai envie de faire pleurer les gens et alors... Mais bref, et en fait il faut par contre être prévenu avec ce livre qu'il y a des scènes très dures. Et notamment, il y a beaucoup de trigger warning, je trouve. Déjà, il y a des mentions de viol. Les viols ne sont absolument pas décrits, mais ils sont mentionnés. Et il y a également de la séquestration dans ce livre. Il y a des personnages qui se font séquestrer pendant beaucoup de temps. Donc là, voilà, c'est vraiment un livre
qui est dur à lire, il y a des scènes vraiment très dures. Et voilà, en gros ce livre, il faut retenir que vraiment beaucoup de rebondissements, un rythme vraiment très très fort, un rythme effréné comme je disais, et aussi des scènes émouvantes, des scènes plus lentes, plus calmes, qui te serrent le cœur, et du coup je trouve que c'est le dosage parfait, et c'est pour ça que je trouve que c'est l'un des meilleurs de Musso. Et surtout il y a quelque chose que j'aimerais rajouter, et c'est quelque chose qui m'a fait très plaisir, c'est que dans ce livre, Guillaume Musso met en avant des femmes noires féministes, et bien sûr Musso, c'est quelque chose qui m'agace un peu chez lui, c'est que ses personnages principaux, c'est toujours des mecs blancs un peu chiants. Franchement, ses personnages masculins sont tout le temps chiants. Et c'est toujours ses personnages principaux, alors que je trouve que les autres personnages sont beaucoup plus intéressants. Il fait ça parce que je suppose que c'est un peu... il met un peu de lui-même dans son personnage principal, du coup il veut un mec blanc. Bon, chiant, je sais pas si Guillaume Musso est chiant, mais en tout cas il se met dans son personnage principal. Mais là dans ce livre déjà, Anna, donc la femme de Raphaël, là, le personnage principal, c'est une femme métisse, et à un moment dans le livre on rencontre ses tantes qui sont des femmes noires. Et j'étais très contente de lire ça parce que Musso, souvent ses livres, c'est souvent des gens blancs, donc j'en avais un peu marre, et là il y a des femmes noires, donc de la représentation ça fait du bien. Et en plus, ces femmes sont extrêmement féministes, et il y a un passage, ah oui, je l'avais mis en story Instagram parce que vraiment, il y a un passage, alors... c'est vraiment un passage très court. Je vous dis pas que Musso est vraiment antisexiste, antiraciste dans ses bouquins. Faut pas s'attendre à ça en lisant le bouquin, clairement. Mais il y a un passage où les femmes expliquent pourquoi elles se méfient des hommes. Et le personnage principal, du coup, il dit « Oui, mais pas tous les hommes !» Et du coup, les femmes, elles expliquent, elles disent « Mais on ne vise pas les hommes en tant qu'individualité, on les vise en tant que groupe social. » Et moi, je lisais ça, et je me disais « Mais Guillaume, mais merci !» Et tu vois, le passage, il est coupé, il passe à autre chose, parce que voilà, bon... c'est pas parfait bien sûr, mais Guillaume Musso, c'est l'auteur le plus vendu en France. C'est un auteur très populaire, il est traduit à l'international, c'est l'auteur qui se vend le mieux depuis des années, il est dans le top 3 des auteurs les plus vendus, et il y a des passages comme ça dans ce livre. Et je trouve ça extrêmement bien en fait de faire ça, et certes ça pourrait être mieux, je dis pas le contraire, il pourrait faire mieux, mais c'est quand même mieux que ce qu'il faisait avant, et c'est quand même un pas en avant. Et tu te dis dans un livre qui va être mis dans les mains de tellement de gens de tout âge, des passages comme ça, et en même temps, tu vois, il part pas dans des explications longues et chiantes, tu vois, qui pourraient ennuyer les gens. Il dit les choses très simplement, de manière très courte. Et il y a des petits passages comme ça, un peu sociopolitiques, très courts, voilà, toujours quelques phrases, mais j'étais là genre, ah ouais, pas mal Guillaume, pas mal. Donc voilà, pour tous ces aspects, vraiment, je trouve que c'est vraiment... l'un des meilleurs de Musso. Je dis l'un des meilleurs de Musso parce que Un appartement à Paris, je pense que ça reste mon préféré de Musso. Mais ce livre, vraiment, c'est vraiment son meilleur objectivement. Et après, je les ai pas encore tous lus, il m'en reste quelques-uns, pas beaucoup, mais il m'en reste quelques-uns. En fait, je vous dirais pas que c'est THE livre à lire absolument, tu vois, moi, il fait partie des livres que j'ai préféré lire cette année, mais c'est pas non plus un coup de cœur incroyable. Mais si vous voulez lire Musso, si vous voulez vous intéresser à ces livres, là, je vous conseille celui-là. Vraiment. Voilà, ça y est, j'ai enfin parlé de tout. Non mais, regardez-moi tous les livres dont je vous ai parlé. Je pense que cette vidéo va être très longue. J'espère que la vidéo vous a plu, qu'elle vous a intéressé, et j'espère aussi et surtout que les livres dont je vous ai parlé vous ont donné envie. Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, et si jamais vous avez des conseils lecture, ou si jamais vous avez lu déjà l'un de ces livres et que vous voulez en parler, n'hésitez pas non plus à le dire en commentaire, que vos avis soient positifs ou négatifs. On est là pour partager, pour parler de livres, donc lâchez-vous en commentaire, n'hésitez pas. Et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut! Et je vais clore cette vidéo avec cette beauté. Vraiment, je me remets pas.